Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mon cher Bruno. Bonjour Julien, comment vas-tu? Ouais, ça va impeccable, le printemps arrive, donc Ouais, voilà. Et chez nous, on est un peu moins bronzé que chez vous quand même. On voit que ouais, bah, dis donc, c'est pas non plus le grand soleil, mais enfin bon, c'est vrai que quand tu regardes la carte de France, généralement c'est un ouais, petit peu c'est mieux dans le plutôt pas sud. mal. Alors, aujourd'hui, un sujet d'actualité, un sujet qui est une suite logique, en fait, finalement, de la vidéo qu'on a faite la dernière fois sur la thyroïde, avec ce petit détail sur la déiodinase 3. Une vidéo qui a été extrêmement vue, d'ailleurs. Mhm. On a été surpris. Je pense que Bruno, tu vas devenir un YouTuber professionnel à Doha d'ici un mois ou deux. Ah Et, ouais? euh, et donc, aujourd'hui, on va parler de la déficience en cortisol. Oui. Alors, c'est un sujet, j'ai l'impression on a tout dit sur le cortisol. Franchement, c'est toi qui as voulu revenir sur ce sujet. J'ai l'impression que, voilà, on connaît en long, en large, en travers les mécanismes d'action, mais donc on entend beaucoup parler de cette fatigue surrénalienne, cette adrénale fatigue. Il y a des bouquins entiers qui sont consacrés à ça. Euh, Pourquoi tu as voulu revenir sur ce sujet? Alors, tout simplement déjà parce que quand on regarde la littérature scientifique, on s'aperçoit que déjà le terme adrénal fatigue, c'est un mythe, hein, fatigue surrénalienne. Alors, on en voit des bouquins, des tonnes de bouquins, beaucoup reprennent ça et répètent inlassablement que la glande surrénale est fatiguée, hein. On connaissait le principe des trois choses, euh, le système d'alarme, hein, dès qu'il y a du stress, Mhm. la résistance et l'épuisement. Et puis on s'est dit l'épuisement, en fin de compte, c'est la fatigue surrénalienne. Alors faut oublier tout ce concept-là, c'est complètement faux, archi faux, ça vaut rien du tout. En fin de compte, c'est une dysrégulation de l'axe du stress. Alors toutes les sociétés savantes d'endocrinologie, ils montrent qu'il y a effectivement, bon malheureusement, ils sont plutôt dans la théorie du tout ou rien, Cushing, excès de cortisol, Ouais. ou alors maladie d'Addison, voilà, destruction de la glande surrénale et il n'y a plus de cortisol. Donc là, on prend de l'hydrocortisone pour pouvoir survivre. Parce qu'il faut savoir, sans cortisol, au bout de 3 jours, vous êtes mort. D'accord? Donc là, par contre, eux, ils sont dans les extrêmes. Et on devrait adopter cette nouvelle perspective qu'effectivement, il y a des fluctuations du cortisol qui ne sont pas dues à une insuffisance forcément de la maladie d'Addison, où là, c'est vraiment une destruction de la glande auto-immune, liées à des mycoses, liées à des polluants, liées à toutes sortes de choses, même le HIV, on retrouve ça. Donc destruction de la glande, et là, il n'y a plus de cortisol. Alors, pour faire clair, l'axe du stress, c'est important. On va pas faire un cours sur l'axe du stress, c'est juste Non. pour les gens, ils connaissent, hein, qui sont avec nous. Donc, on a le système PVN, paraventriculaire, avec l'hypothalamus qui libère du CRH, cortisol raising hormone. Ensuite, ça va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse va libérer de la CTH et la CTH va stimuler la surrénale. Donc, c'est le fameux fly and fight, se battre ou fuir. Dès qu'il y a un stress, c'est pour mobiliser mon énergie, lié à l'effort. Et effectivement, ça peut créer de la fatigue. Car le cortisol, c'est l'hormone du combattant, c'est celle qui permet de survivre. La surrénale, elle produit 50 hormones, d'accord? On a les corticoïdes, on a les minéralocorticoïdes, les hormones sexuelles, et on a la médulo-surrénale qui produit de l'adrénaline, d'accord? On va dire, en gros, c'est ça. Donc, pour comprendre cette dysrégulation, on va dire, de cet axe du stress, hein, c'est pas une fatigue surrénalienne, je le répète, mais comment on en arrive avec un manque de cortisol? Le numéro un majeur, c'est un problème central au niveau du cerveau. C'est-à-dire que dès l'instant que j'ai beaucoup de stress, qu'il soit physique, mécanique, immunitaire, organique, tout Ouais. ça va produire un axe du stress hypothalamo, hypophysaire, surrénalien hyperactif. Et ensuite, le corps, pour se protéger, il prend un mécanisme d'autoprotection en donne régulant pour éviter cet hypercortisolisme prolongé, hein, parce que ça Mhm. crée une immunosuppression, c'est grave. Et Ouais. là, le corps donne régulière cet axe du stress pour se préserver, hein, c'est un feedback négatif. Et là, on va retrouver des gens qui vont être fatigués. Alors, je dis pas qu'il y a des lésions sur la glande surrénale, bien évidemment, soit des traumatismes, des infections, des expositions à des produits chimiques, ça existe, hein. Mais vous allez voir, c'est plutôt rare.
Ok. Donc là, on a bien compris que c'est pas la glande qui allait être en défaut, mais c'est plutôt un contexte environnemental de la glande, donc au niveau central, qui va être en jeu. Et on va le revoir plus en détail. Juste avant de rentrer dans justement cette physiologie, est-ce que tu peux nous réexpliquer ou nous reparler de ces manifestations cliniques du manque de cortisol et quelles conséquences ça peut avoir ou quelles pathologies ça peut avoir au final? Alors, c'est vrai que le cortisol, c'est le métabolisme des glucides, des protéines, des lipides, de la fonction immunitaire. Ça augmente la synthèse des catécholamines. Sur les récepteurs adrénergiques, ça sensibilise, donc c'est vraiment important. Mais c'est surtout un anti-inflammatoire. C'est aussi un régulateur de la glycémie. C'est pour ça qu'on dit glucocorticoïde. Alors, bien évidemment, j'ai noté tous les symptômes. On mettra un schéma parce que je peux pas avoir tout de mémoire, mais au niveau général, on va retrouver quoi? De la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires, des douleurs chroniques. Au niveau gastro-intestinal, on va avoir un manque d'appétit, des nausées, des vomissements. Hein. Au niveau psychiatrique, c'est de la dépression, de l'apathie, l'irritabilité, des troubles du sommeil, de la sensibilité au stress. Et au niveau cardiovasculaire, le cœur qui bat plus vite, une fréquence cardiaque plus élevée, de la déshydratation, etc. Alors, effectivement, il y a toute une liste de symptômes de ce manque de cortisol qu'on va mettre en avant. Alors, on retrouve un peu comme la Dyson, hein, fatigue, anorexie, amaigrissement, hypotension, hyponatrémie, hyperkaliémie, hein, qui sont les causes de cette problème surrénalien. Et tout ça, ça va aboutir à des pathologies parce que, effectivement, quand on regarde aujourd'hui les syndromes de fatigue chronique, fibromyalgie, les maladies environnementales, les gens qui sont atteints par les produits chimiques, les problèmes de côlon irritable, de troubles de l'humeur, que ce soit dépression, anxiété, etc., le cancer, la ménopause, tout ça va jouer, bien évidemment, les maladies auto-immunes avec un cortisol bas. Mais c'est pas pour autant que cette surrénale, elle est effondrée. C'est ça qu'il faut se dire. Elle est, on va dire, fonctionnelle. Mais elle répond mal, on va dire, aux stimuli par des mécanismes qu'on va évoquer. D'accord ? Ok, donc si c'est pas la glande surrénale, concrètement, on a bien compris que cette glande surrénale, c'était un terminator, qu'elle pouvait résister à des stress majeurs. Si c'est pas cette glande surrénale, alors c'est quoi le contexte qui fait qu'on est en déficience de cortisol? Alors, tu as bien fait d'évoquer le Terminator. Effectivement, c'est depuis des millions d'années, l'homme il a survécu à l'Holocauste, à plein de choses. On voit que c'est quand même cette glande surrénale, elle est quand même assez costaud, heureusement pour nous. Hein. Et c'est souvent, on va voir plutôt des problèmes psychologiques dans le stress et environnementaux qui sont la cause majeure. Alors, je voulais évoquer, j'ai fait toute une liste qu'on pourra aussi mettre en avant. Quelles sont les causes de ce manque de cortisol? Ils sont nombreux. Alors déjà, premièrement, on peut dire que tous les dommages oxydatifs du nitrostress. Alors le nitrostress, c'est le mécanisme du NO. On le retrouve dans les maladies environnementales, étant les gens qui sont atteints par les produits chimiques. On en avait déjà parlé dans une vidéo. Exactement. Donc tout ça, ça crée ce métabolisme de NO, une chute du cortisol. Il faut savoir que le NO, c'est un poison mitochondrial, mais c'est aussi il va diminuer tout l'axe du stress à plusieurs mécanismes, que ce soit hypophysaire et surrénalien. Ce NO, par exemple, qu'on retrouve chez les montagnards, les alpinistes, hein, parce que plus on monte en altitude, plus le cortisol est bas parce que le NO est élevé. C'est pour ça que les gars, à 5000 mètres, 6000 mètres, ils ont des corticoïdes, ils ont la dexaméthasone pour survivre en cas de problème. Donc on voit bien que là, c'est vraiment important. Mais on pourrait dire le facteur numéro 1, c'est tout ce qui est inflammatoire. Hein. Comme j'expliquais, on vit dans un monde pro-inflammatoire et que ça soit des infections, des dysbioses, des leaky gut, des barrières, on va dire la barrière qui est endommagée, tout ça, le microbiote qui est inflammé. On va avoir une inflammation de bas grade et cette inflammation de bas grade va réguler l'axe du stress. D'accord? Alors, je dirais le facteur numéro 1, c'est quand même le manque de sommeil. Hein. Le manque de sommeil est facteur numéro 1, là tu nous en as déjà cité voilà. 2. Ça c'est pour eux, voilà, les mécanismes. C'est le plus grand, le plus important. Voilà, là j'ai évoqué les problèmes, on va dire, physiologiques qu'on va revoir après. Pathophysiologiques. Ça va. Mais je voulais quand même dresser le tableau. Alors, le manque de sommeil, les gens qui se couchent tard
ont une dysrégulation de l'axe du stress. Ça commence par un excès de cortisol et ça finit par une diminution du pic du cortisol le matin. En sachant que ce cortisol le matin, ce qu'on appelle le CART, qui est mesuré, qui doit être mesuré à 30 minutes, que ce soit salivaire ou sanguin, il doit être mesuré 30 minutes après le lever, sinon ça vaut rien. Et là, si c'est trop élevé, c'est pas bon, si c'est trop bas, c'est pas bon. Donc il doit être assez élevé quand même, mais pas trop haut, ni trop bas. Et lui, il va déterminer 50% de la capacité du cortisol de la journée. C'est-à-dire que dès l'instant que j'ai un pic qui est bas, je peux être sûr que je vais ramer toute la journée. D'accord? Donc, et ça, ces fluctuations du cortisol, on sait qu'on a un cortisol élevé le matin, moyen le midi, et puis qui diminue dans la journée pour être effondré la nuit. On a à peu près 15 à 25 pics dans la journée normalement, qui sont aussi perturbés par des stress environnementaux, psychiques, etc. Et qui fait que on peut avoir des courbes, la glycémie aussi, qui fait qu'on a des problèmes. Alors le manque d'exposition à la lumière le matin, la rétine est un transmetteur avec la DHA qui permet de synthétiser du cortisol et de la dopamine. Donc effectivement, l'hiver c'est beaucoup plus difficile. Effectivement, on a plus de dépression atypique et des cortisols bas. Et aussi la maladie saisonnière, la dépression saisonnière, toute la sphère psychiatrique qu'on va avoir, c'est-à-dire que dépression, anxiété, tout ça crée effectivement, on va dire, des problèmes physiologiques sur les récepteurs glucocorticoïdes, c'est assez complexe, on va voir ça tout à l'heure. Le désespoir, la rumination, le cynisme, le traumatisme psychique, les gens qui ont des stress post-traumatiques. Et aussi dans toute sa jeunesse, quand on a eu une jeunesse perturbée, l'axe du stress est déjà endommagé pour toute la vie. Donc tout ça, ce sont des facteurs. La perte aussi d'un partenaire, un décès, l'isolement, les personnes âgées qui se retrouvent seules, les statuts économiques qui sont bas. Bien évidemment, il y a aussi des influences génétiques, les origines ethniques. La graisse aussi, la graisse viscérale qui crée des cytokines pro-inflammatoires, les carences micronutritionnelles, les vitamines du groupe B, A, E, tout ça permettent d'avoir un meilleur quart. D'ailleurs, on donne un multivitamine à des gens, ils ont un quart qui est beaucoup plus élevé le matin. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est là qu'on prouve que déjà, il y a une déficience micronutritionnelle. Les gens qui utilisent des médicaments, alors ça peut être des antidépresseurs, ça peut être aussi des hypotenseurs, des opioïdes, mais par exemple aussi l'aspirine, pour donner un exemple, l'aspirine va baisser de 60% l'ACTH juste avec 300 mg d'aspirine. Donc on voit que l'aspirine aussi peut perturber. Donc bien faire attention aux médicaments. C'est bon parce qu'on pourrait prendre de l'aspirine pour un problème inflammatoire et tu vas créer une déficience de cortisol. Exactement. De 60% de la CTH en moins. Alors effectivement, ceux qui prennent par exemple du Cardégique 75, il n'y a pas ce problème-là. Oui, c'est à peu près à 300 mg que ça commence. Bien baissé. Et après l'activité physique, si je suis sédentaire, ça amène aussi un cortisol bas, puisque on va avoir une plasticité de l'axe du stress avec le sport, ça c'est important. Les toxines, les glyphosates, le Roundup, les BPA, les métaux lourds, tout ça va engendrer des problèmes sur les cytochromes et va perturber la libération de cortisol, et bien évidemment, ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes majeurs. Mais je dirais que quand même, s'il fallait retenir 4 choses majeures, d'accord, 4, d'accord. Alors, premièrement, la perception du stress. On est tous perception du stress. Voilà, ça c'est important. Il y a des gens qui vont être emprisonnés, ça va bien se passer, ça va pas, ils vont avoir on va dire un mental très fort. L'axe du stress va pas être déstabilisé pour autant. D'autres qui vont rater le bus et ça y est, c'est un cauchemar, déstabilisation de l'axe du stress. Donc la perception du stress qui joue avec on va voir tout à l'heure, renforcer le GABA, le système endocannabinoïde, donc je reviens à la vidéo qu'on avait faite, et aussi la sérotonine. Les 3 neuromédiateurs. Ensuite, on a tout l'aspect des rythmes circadiens. Effectivement, dès l'instant que j'ai des journées de travail qui sont le 3-8, je travaille de nuit, etc., la télévision le soir, etc., tout ça perturbe le rythme circadien, le manque de lumière. Ensuite, le troisième point, les problèmes inflammatoires,
avec tout ce qui est infection, allergie. On a vu les problèmes l'inflammation du système gastro-intestinal, cardiovasculaire. C'est des cytokines pro-inflammatoires. L'obésité aussi en fait partie. Et ensuite, la glycémie, qui est vraiment importante. La dysrégulation de la glycémie, l'insulinorésistance. Et les gens qui mangent pas assez de fibres, une mauvaise nourriture, la junk food, enfin, qui est pro-inflammatoire. De la glycémie alors. Exactement, on va avoir une glycémie, c'est les montagnes russes avec dès l'instant que je monte trop, je vais descendre en hypoglycémie, ça fait monter les hormones du stress et là j'ai à un moment donné une dysrégulation de du stress. Donc ça les 4 points, perception du stress, les rythmes circadiens, les problèmes inflammatoires oxydatifs et les problèmes de dysrégulation au niveau de la glycémie. Ok. Ça, c'est des choses qu'il faut se rappeler. Bon. On a compris les différentes causes, ça c'est très clair. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la physiologie. Et si c'est pas la glande surrénalienne qui est impactée, on n'a toujours pas répondu à cette question. Mais qu'est-ce qui crée cette déficience surrénalienne si c'est pas la glande qui craque? Voilà. Alors ça, c'est la question centrale au niveau physiologique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, premièrement, médiation centrale, c'est 80%, c'est le système nerveux, c'est le cerveau. Donc, c'est la raison la plus courante qui est citée dans toutes les études scientifiques qui provient du cerveau. Dérèglement, 80%. Ensuite, on a la médiation périphérique, avec donc des zones qui proviennent hors du cerveau, c'est à peu près 15%. Mais c'est aussi la résultante des 80% du cerveau. Donc, ça veut dire 95%. Pratiquement. D'accord. Quand tu dis périphérique, ça serait les transporteurs, ça serait Alors, ça peut être les transporteurs, c'est les récepteurs qui peuvent être aussi surrénal. On va voir ça tout à l'heure. On va détailler. Et enfin, la médiation surrénale, c'est 5%. Donc, c'est la maladie d'Addison. C'est des traumatismes qu'on va évoquer et qui sont effectivement qui existent. Donc, c'est voilà. Et puis après, on verra comment traiter tout ça. D'accord? Go. Alors, je dirais central pour un peu évoquer. Pour me remémorer, parce qu'il y en a un paquet. Donc déjà, le nombre réduit des récepteurs hormonaux dans l'hypophyse, c'est-à-dire que le CRH, Cortisol Raising Hormone, a un manque de récepteurs lié à des stress multiples, donc donne régulation de la CTH. Et quand la CTH se fait pas, qu'est-ce qui se passe? La glande, elle va finir par s'atrophier. Elle est fonctionnelle, elle marche, mais elle s'atrophie. Deuxième point, diminution de la sensibilité des récepteurs de l'hypophyse. Donc là, effectivement, à chaque fois j'ai des stress répétés, je vais avoir mon axe du stress qui va diminuer la sensibilité et créer à ce moment-là aussi une mauvaise sensibilité des récepteurs aux glucocorticoïdes. Mais aussi, on peut avoir l'hypersensibilité de l'axe HPO-cortisol. Donc là, il y a des polymorphismes, des isomères, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut se rappeler le plus important, c'est le 4e point, c'est à la rétroaction négative excessive du cortisol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dès l'instant que j'ai un stress aigu, une perturbation de la concentration des récepteurs déjà au glucocorticoïdes sur la surrénale qui retourne rapidement au niveau fonctionnel. Par contre, les stress répétés, le système n'a pas le temps de récupérer, ça amène une résistance au niveau des récepteurs, une régulation, et là on va avoir effectivement une protection contre cet excès chronique du stress. 5e point, c'est l'inflammation chronique. Et alors là, c'est le plus important puisque ça concerne énormément de gens. Donc il y a une suppression de l'ACTH qui est liée aux cytokines pro-inflammatoires et au stress oxydatif et au nitrostress, c'est le rôle majeur. C'est le point commun avec la vidéo précédente finalement. Ah mais complet. C'est-à-dire qu'il y a une similarité avec la thyroïde. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui au stress oxydatif, au nitrostress et à l'inflammation, qui sont les rôles majeurs. Et donc, cette réponse à l'ACTH au cortisol est complètement émoussée. D'ailleurs, après quelques jours d'injection, on balance de l'interféron, ça marche plus. Donc, on voit bien. Alors, je dirais spécifiquement la cytokine 1-alpha-B, qui baisse la libération de CRF au niveau hypothalamus. Et le TNF, lui, il va perturber la libération d'ACTH par l'hypophyse et diminuer la production de cortisol par la glande surrénale. D'accord ?
C'est Et je net. dirais le sixième point qui est pour moi aussi fondamental et important, surtout dans notre société aujourd'hui où règne la peur et la terreur, on l'a vu avec le Covid, c'est le système de l'amygdale. L'amygdale, c'est une glande dans le cerveau qui est régie par la peur. Dès que j'ai des peurs, je vois un serpent par exemple, ça prend une proportion énorme, donc c'est une perception du stress énorme. Et là, je vais avoir en fin de compte, une dysrégulation très subtile, et c'est pour ça que je renvoie à la vidéo sur le système endocannabinoïde. Alors déjà, sur l'amygdale, où on a des récepteurs CB1, énormément. D'accord. Donc c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces récepteurs CB1? Eh ben, en fin de compte, ils vont augmenter, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le CRH, et si le CRH est stimulé très très fortement, il va augmenter ce qu'on appelle l'enzyme FAAH. On se rappelle de cette enzyme qui détruit l'anandamine et qui fait qu'on a moins que l'anandamine, c'est anti-stress, c'est l'apaisement, c'est la perception du stress qui Le est diminuée. bien-être, le bonheur, Le bien-être, le bien, bonheur. la joie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas assez d'anandamine? Eh ben, je me retrouve avec un glutamate, un neuromédiateur d'excitotoxicité très néfaste qui va stimuler mes récepteurs NMDA. Et là, c'est le gros stress, c'est le gros nitrostress, et ça fait des dégâts considérables. Voilà. Alors, on verra après la stratégie, hein, bien évidemment. Ouais, bah justement. Est-ce que tu as fini les causes Alors ça, c'est les physiologiques là? majeurs centrales, Voilà. et après, on va passer aux périphériques. Alors, les périphériques, j'en ai noté 5 aussi. Alors, il y a une modification au niveau des protéines liées on a ce qu'on appelle la transcortine, la CBG, c'est celle qui transporte ton cortisol. Ouais. Donc, par exemple, si je prends les estrogènes, j'ai la pilule, j'ai un taux d'estrogène trop élevé, je prends la pilule, ou j'ai des problèmes hépatiques, j'ai un foie gras, j'ai cette CBG qui augmente, et donc qui fait que ma protéine transporteuse fait que mon cortisol n'est peu disponible. Donc ça peut être une cause aussi périphérique d'un manque de cortisol. D'accord? Ensuite, le nombre réduit et une diminution de la sensibilité des récepteurs de la glande surrénale. La glande surrénale, elle a plein de récepteurs à la CTH. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc, il y a une bonne régulation aussi de l'AVP. Donc, c'est l'hormone anti-angiotensine, de la desmopressine qui retient l'eau, hein, qui fait qu'il y a aussi un stimulateur de la glande surrénale. Donc, une bonne régulation du CRH, de la CTH et de l'AVP qui sont donnes régulées, et puis aussi qui fait qu'on va avoir effectivement une libération de cortisol complètement diminuée. D'accord? Ensuite, on a la conversion du cortisol en d'autres hormones dans ce qu'on appelle la clairance du cortisol. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on entend souvent des gens qui disent « Oh là là, je supporte pas, j'ai pris des hormones thyroïdiennes, on m'a donné T4, T3. Hein. Ouais. Et là, je suis vidé. » Bah attends, t'es pas vidé parce que t'es en hyperthyroïdie. Hein. En fin de compte, tu es vidé parce que tu as désactivé ton cortisol en cortisone. La cortisol, c'est l'hormone active, fonctionnelle, et il y a une enzyme qu'on appelle la 11-bêta-hydrogénase de type 2 dans le foie, et elle est désactive en cortisol actif, en cortisone qui est inactif. Donc là, déjà, il y a un biais, il y a un gros problème, hein, parce que cette T3 va speeder cette enzyme qui fait qu'on a une clairance, on va dire, un catabolisme du cortisol. Hein, donc, il faut pas ça. D'accord. Ensuite, parce que aussi, il y a une autre enzyme qu'on appelle la 11-bêta, pareil, déshydrogénase, et elle qui réactive la cortisone en cortisol. Par exemple, si je prends du réglisse et du pamplemousse. Hein, on réactive. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand il n'y avait pas le cortisol, bon, en Italie, moi, j'avais vu une pharmacienne et traiter les gens, des Addison, avec un mélange de réglisse, d'accord, et de pamplemousse, les deux mélangés, ça réactive la 11-déshydrogénase 1 dans le foie, de la cortisone inactive en cortisol actif. Hein, d'accord? Bon, après, il y a des problèmes aussi avec le réglisse, on verra. Ensuite, le quatrième point, c'est les cellules et les tissus qui résistent ou ignorent les messages du cerveau. Et ben ça, c'est les cytokines. Donc, toutes ces cytokines vont jouer au niveau cellulaire, donc sur l'affinité des récepteurs au cortisol, et vont faire que l'activation de l'axe du stress va être donne régulée. On l'a vu
avec l'interleukine 1, le TNF-alpha, hein, et aussi l'interleukine 6, comme on a vu dans la thyroïde. Hein. Tout Ok. ça désactive. Mais c'est surtout, je dirais, le TNF-alpha au niveau de la surrénale. Hein, donc, c'est important. Et enfin, Ok. il y a des défauts, des carences dans les enzymes productrices de cortisol qui sont beaucoup plus rares. Donc ça, c'est des enzymes qui causent que l'augmentation du cortisol, hein, dans ce qu'on appelle la mitochondrie, on a la 3-bêta-HSD, hein, qui permet aussi de faire du cortisol. Et si on a des changements de ces enzymes que je viens d'évoquer, tout ça vont affecter le taux de cortisol, notamment les 11 bêta-déshydrogenase. Donc ça, c'est les Ok. périphériques majeurs. D'accord. Donc on a vu, bon là, ça c'était pour les fans de physiologie, euh, les causes centrales et les causes périphériques. Maintenant, bon, si on revient un peu sur du concret, Mais on n'a c'est-à-dire, pas vu la surrénale quand même, parce que il faut pas l'oublier. C'est ok, ça. le dernier point c'est la surrénale. Ah, ok, d'accord. Eh Je oui, pense que alors la surrénale, ça, c'est assez vite fait. Bon, déjà, bon, à part les traumatismes ouais. glandulaires, l'hypercoagulation, tout ça fait que la surrénale va pas fonctionner. Mais il y a surtout la toxicité de tous les métaux lourds, hein, les POP, les cytochromes qui sont endommagés. Et il faut pas oublier aussi toute l'inflammation chronique sur la surrénale avec les infections. Hein, on a vu tout à l'heure le TNF, hein, qui perdure l'ACTH au niveau de l'hypophyse, mais aussi le TNF-alpha va diminuer la production de cortisol par rapport à la glande surrénale, d'accord? Bon, et on appelle ça l'adrénal fatigue. Non, c'est pas de l'adrénal fatigue, c'est des problèmes d'inflammatoire. Après, il peut y avoir une diminution de la taille des glandes surrénales. Hein, on le retrouve dans le syndrome de fatigue chronique, puisqu'il n'y a plus de stimuli, elle finit Mhm. par s'atrophier. On a aussi des manques de cofacteurs. Les vitamines du groupe B, la B5 principalement et la vitamine C sont importantes, hein, pour la glande surrénale. Et ensuite, il peut avoir manqué des molécules précurseurs pour fabriquer du cortisol. Alors, je voulais mettre quand même une chose, parce que j'ai entendu parler des gens des médecins, certains médecins qui disent je vais prendre du DHEA et de la prégnénolone, qui sont les précurseurs. On appelle Mhm. ça le pregnenolone style, hein, STEAL. Le problème, ça vaut rien du tout. Il n'y a aucun problème. Et ça, la pregnénolone, pour faire du cortisol, c'est pas des problèmes. C'est pas parce que je prends plus de pregnénolone que je vais avoir, ça c'est une théorie de médecine fonctionnelle, que je vais avoir plus de cortisol. C'est une hérésie complète, d'accord, puisque en fin de compte, c'est plutôt des problèmes de rétroinhibition, de signalisation des récepteurs, des régulations génomiques d'enzymes, et c'est non une déplétion intrasurrénalienne de la pregnénolone comme précurseur des hormones en aval. Et ça, faut bien se mettre dans la tête que ça n'a rien à voir. D'accord? Ouais, c'est plus un problème de signalisation finalement Bien. Alors, je dirais quand même, les molécules précurseurs pour fabriquer du cortisol, effectivement, si je prends des statines, il y a un petit problème parce que le LDL, c'est le précurseur du Mhm. cholestérol qui D'accord. fabrique à partir avec de la T3, la triiodithyronine, dans un mécanisme mitochondrial qu'on appelle STAR, Steroiogenic Acute Regulatory System, hein, qui va fabriquer la prégnénolone. Et là, il y a toute une cascade. Mais la prégnénolone, elle joue partout. Donc, c'est pas la mère de toutes les hormones. Et on la retrouve dans toutes les cellules. Et il n'y a pas d'épuisement spécialement de prégnénolone qui fait qu'on va avoir un manque de cortisol, hein, comme je le Mhm. répète. Donc, autre chose, c'est important d'avoir un taux de progestérone aussi assez haut parce que on a le plus puissant anti-stress est fabriqué par la glande surrénale qu'on appelle l'allopregnénolone. D'accord? Et là, je vais vous donner un bon tuyau pour augmenter son taux d'allopregnénolone sans prendre de progestérone. Le resveratrol. Le resveratrol, c'est une molécule qui va augmenter l'allopregnénolone. Et l'allopregnénolone, c'est le plus puissant anxiolytique du cerveau. C'est quand même intéressant. D'accord? D'accord. Et le resveratrol, à quelle dose tu utilises ça? Alors, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup. Je pense qu'entre 100 et 200 mg suffisent largement pour avoir un effet intéressant à ce niveau-là. Ok. D'accord? Alors justement, tu mets le doigt sur de la thérapeutique maintenant. Est-ce que tu avais fini sur la physiologie de la surrénale? Oui, 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 bien sûr. Que là, Alors, on va dépasser le record absolu de ah, temps de toutes nos vidéos. Donc, il va falloir ouais, bon, bah écoute, ça qu'on sera rattrape le une temps. vidéo un petit peu plus longue. C'est Ouais. pas
Bon, comment corriger son taux, son niveau de cortisol matinal, hein? Bon, déjà, Exactement. ça c'est le plus important. Alors, diminuer l'inflammation et le stress oxydatif, hein, traiter les infections, les dysbioses, les guigotes, l'inflammation de bas grade, optimiser les rythmes circadiens, optimiser toutes les habitudes d'exposition à la lumière. Le matin, d'aller dehors, ne serait-ce que 5 à 10 minutes, permet justement à la luminothérapie d'améliorer tout ça, les rythmes circadiens. Donc, on peut aussi adopter des stratégies pour amplifier la hausse et la baisse normale du cortisol à des moments appropriés de la journée, hein, des rituels qu'on pourrait faire. Alors, bien évidemment, le bain chaud le soir, du yoga, là, des saunas infrarouges le soir vont être bénéfiques. Je vais donner un exemple qui est très néfaste, que font pratiquement beaucoup de gens. Par exemple, ils vont regarder la télé le soir. Donc, le soir, on va regarder le film sur la mafia à 21h. Hein, donc, on connaît le fils du parrain qui a traité de péder son fils à l'école. Donc, le papa se venge et tue 200 mafieux en 2 heures. Donc, tout ça, on peut imaginer que le sommeil, l'axe du stress est perturbé, les rythmes circadiens avec la lumière bleue, c'est une catastrophe. Personnellement, j'ai pas vu ce film-là, hein, mais Voilà, alors, il faut mieux regarder la petite maison dans la prairie à 17h, hein, là, l'acteur qui perd sa vache, tout le monde est content, on la retrouve, et tout ça va améliorer le système endocannabinoïde et oui, donc stabiliser la critique de cinéma. stress. C'est Voilà. critique de cinéma. Ok. Non, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est juste pour On montrer. a compris l'idée. Ouais, on a compris. Voilà. Alors, l'activité physique, elle libère du cortisol et permet une meilleure plasticité de l'axe du stress. Ça, c'est vraiment important. Après, il faudra traiter la dépression, l'anxiété et surtout la perception du stress. On va y revenir avec un bon système GABA, un bon système sérotonergique et un bon système endocannabinoïde, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et comment tu peux moduler ça alors? Alors, et après, c'est les traitements. Déjà, il faut savoir que on a un pouvoir de moduler. Déjà, le repas augmente le cortisol cellulaire de 10%. L'exercice physique de 80% et le réveil le matin, c'est 100%. Alors, si j'ai mal dormi, au bout d'un moment, je finis avec 39% hein, de cortisol. Donc Ouais. ça, c'est des études. Garde 2008, donc c'est publié. Hein. J'ai la référence. Donc ça prouve bien qu'on a un pouvoir de moduler par rapport à nos pratiques, par rapport à notre hygiène de vie, par rapport à son alimentation. D'accord? Alors, j'irai après au niveau micronutritionnel. Bon, déjà, c'est simple. Il faut pas de déficient. Peut-être un multivitamine avec des vitamines du groupe B. De la vitamine C tous les jours. Peut-être entre 100 et 1 gramme par jour minimum. Le magnésium, super important. Dès l'instant que j'ai pas de magnésium, mes récepteurs NMDA, ça crée de l'excytotoxicité, etc. Les acides gras. Les acides gras, DHA, EPA, stabilisateurs de l'axe du stress. Alors, si il y a des gens qui vont utiliser de l'hydrocortisone, moi, je suis pas contre, mais attention, l'hydrocortisone, on donne ça dans la maladie d'Addison. Le problème, c'est que si je prends de l'hydrocortisone, ça va pas du tout améliorer ma surrénale, puisque je vais avoir une diminution. Toute hormone prise diminue, on va dire, par un feedback négatif. Par contre, ça peut être intéressant dans des périodes où les gens sont au plus bas, en modulant avec des petits dosages et en les arrêtant à un moment donné parce qu'on n'a pas de maladie d'Addison, d'accord? Parce qu'on risque de chanter sa glande surrénale. Il y a 50 hormones, hein, d'accord? Donc on va chanter tout l'axe. Mais les gens sentent mieux. Il faudrait mieux faire à ce moment-là prendre du ginseng Panax, hein, le ginseng rouge entre 100 et 500 mg parce que lui, il va augmenter le BDNF et améliorer la libération de cortisol. Et aussi, on peut donner effectivement le réglisse parce que le réglisse et le pamplemousse, comme j'expliquais tout à l'heure, les Italiens donnaient ça quand il n'y avait pas le cortisol chez les Addison parce que ça permet d'avoir plus de cortisol au niveau hépatique en jouant sur des cytochromes. D'accord? Donc ça peut être intéressant, mais en sachant que c'est un anti-androgène quand même. Il faut le savoir. Et ça peut créer aussi de l'hypertension artérielle. Ça joue sur ton taux de testostérone? Ouais. À la longue, ça baisse ton testostérone. Alors, j'ai regardé dans les produits. Effectivement, il y a des produits, les polyphénols, c'est vraiment important. Moi, je reviens toujours à ces polyphénols et des molécules qui vont jouer sur la perception du stress, l'inflammation et l'oxydation. Donc, ils remplissent ce rôle-là. Alors, je vais citer quelques-uns. Notamment le safran. Alors le safran, parce qu'il y a un lien entre le cerveau, le microbiote et le système neuroendocrine. Donc si je faisais un triangle,
cerveau, microbiote, neuroendocrine, je pourrais mettre flavonoïde au milieu de ce triangle. Il va jouer sur les trois. Donc, c'est très intéressant. Et effectivement, là, on va pouvoir... Le safran, il faut savoir, déjà, il y a des molécules bioactives dedans. On a la crocine, la crocétine, la pyrochricine et enfin la safranale qui vont jouer sur le système noradrénergique, dopaminergique, mais surtout sérotonergique. Hein, il y a des méta-analyses qui ont été faites avec des produits bloqueurs du réceptacle de la sérotonine, comme le Prozac, etc. Donc, il y a 5 études cliniques qui ont été faites avec la même valeur que des médicaments de référence sérotonergiques. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. 30 mg par jour de crocine a le même effet sur le taux de sérotonine et l'axe du stress. Plus mon taux de sérotonine central, je dis bien, est amélioré, plus je suis zen, plus la perception du stress diminue. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je vais stabiliser mon axe du stress. D'accord? Ok, très intéressant ça. Donc le safran, ça reste inégalable. Je parle pas du 5-HTP, hein, je parle vraiment qui a le même mécanisme. D'accord? Alors ce qui est intéressant, on a regardé une molécule ensemble d'un labo Benfida Flavo, qui est vraiment intéressante. Et j'ai trouvé là-dedans les molécules incroyables, notamment, alors, on va les citer. Il y a l'hespéridine. L'hespéridine, déjà, anti-inflammatoire, antioxydant. Hein, donc ça, c'est intéressant. Et ça a un effet de diminution, on va dire, de la MAO. Et on va diminuer ce qu'on appelle TPH1, c'est-à-dire la sérotonine périphérique, et améliorer la sérotonine centrale. On le donne dans le syndrome les gens qu'on appelle ça de post-traumatique. Publication à l'appui. D'accord? Ensuite, vous avez le ginkgo biloba. Lui, il va générer, il va permettre un meilleur taux de dopamine et de sérotonine avec ses effets antidépresseurs. On a aussi le romarin qui, avec l'acide rosmarique, va jouer aussi en stabilisant les glandes surrénales et l'axe du stress. Donc ça, c'est un bon stabilisateur. Hein, parce qu'il faut toujours penser que cet axe-là est down-régulé et en fin de compte, tout ce qui va stabiliser va permettre un meilleur retour à la normale. On a aussi la silibinine, hein, et ça on le donne pour le foie, mais il est intéressant parce que il joue notamment dans les traumatismes aussi post-traumatiques. Donc l'anxiété, la dépression, ça stabilise le taux de dopamine, noradrénaline et la stabilisation surtout de l'axe du stress. D'accord? Avec tous ces effets anti-inflammatoires, on va dire tous les effets anti-inflammatoires, tous les effets antioxydants qui sont là. Dernière chose, je répète, si on veut améliorer la perception du stress, hein, avec toute cette hygiène de vie qu'on vient d'évoquer, il y a ce système endocannabinoïde qui a été occulté et qui est pour moi le plus important, c'est comment mon système, l'amygdale, va percevoir le stress. Et plus je vais avoir, parce que comme je le répète, il y a beaucoup de récepteurs CB1 sur l'amygdale. Donc, si ils sont bien stimulés, je vais avoir une amélioration de l'anandamine qui va réguler l'axe du stress, hein, parce que le CRH va diminuer. Le CRH, il a tout l'effet contraire, on l'a vu tout à l'heure, en augmentant la FAH, donc qui fait qu'on a une destruction des taux d'endocannabinoïdes et on se retrouve avec un taux de glutamate élevé. Il y a une espèce de cercle vicieux là. Donc, l'amélioration avec le PEA et pourquoi pas du CBD, hein, de très bonne qualité, parce que le CBD, malheureusement, c'est pas si simple. Donc là, on a déjà des pistes vraiment intéressantes pour améliorer son axe du stress. Bien évidemment, on pourra, dans une autre vidéo, parler d'autres mécanismes, parce que moi, je suis en train de travailler justement sur une formule de la perception du stress, des rythmes circadiens, et en même temps aussi, on a vu des processus inflammatoires, les 4 points qui sont majeurs et la glycémie. Un complexe qui pourrait restaurer rapidement, parce que là, on a vu des produits un peu à droite à gauche. On va les replacer, on va les redire, parce que on a dit beaucoup de choses là sur cette vidéo, mais très concrètement, tu nous as parlé, du magnésium.
Donc ça, c'est quand même un élément qui est fondamental. Alors, Oui. juste dire que l'Oromac Plus est revenu, ça y est, on a une nouvelle formule, on a un nouveau goût, qui sera un goût orange, donc ça y est, il est disponible. On a parlé d'un complexe de multivitamines pour soutenir toutes ces signalisations, donc quelque chose d'assez divers et varié. Et tu as parlé surtout d'un complexe de flavonoïdes. Ouais. Alors là, ça nous avait beaucoup intéressé et on s'est rapproché d'un laboratoire que tu as cité. Donc, on va pouvoir l'évoquer directement. C'est le laboratoire Benfida. Ce sont des amis belges, entre guillemets. C'est un laboratoire qui partage vraiment les mêmes valeurs qu'Oronalis, aussi bien dans l'aspect thérapeutique ou dans la recherche scientifique, puisque c'est des gens avec qui on travaille. Et puis, surtout dans la qualité. Avec un regard sur les excipients, sans stérate de magnésium, sans dioxyde de silicium, sans maltodextrine, etc. Et c'est des spécialistes, pour moi, de complexes. Donc là, eux, ils ont dans leur gamme des excellents complexes. Donc il y a notamment ce complexe qui s'appelle flavonoïdes, et qu'on va distribuer en parallèle d'eux-mêmes. Et donc, on va le rentrer dans la gamme Oronalis, et ça va être quelque chose de tout à fait novateur. Et c'est notamment dans ce développement de partenariat entre différents labos qui ont des compétences très précises, chacun dans des secteurs d'activité différents. Et je pense que c'est l'avenir dans des travaux, dans des collaborations, voilà, comme les nôtres, avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de développer, mais on va proposer ce complexe-là, et c'est vraiment une super formule, comme tu as pu l'évoquer. Mais oui, surtout quand tu prends l'axe du cerveau, du microbiote et du système neuroendocrine avec ses effets anti-inflammatoires, antioxydants et de régulation de l'axe du stress, on a quelque chose qui tient la route. Alors, bien évidemment, je mets vraiment le safran numéro 1 là-dedans, que c'est inégalable au niveau du taux de sérotonine. Hein. On n'a pas mieux en complément. Par contre, il faut qu'il soit de très bonne qualité, et ça, c'est toujours plus difficile. Plus difficile. Bon, ok Bruno, 41 minutes ou 40 minutes, là, bon, bah voilà, hein, il s'agissait presque d'un webinaire sur la surrénale et le cortisol et la déficience de cortisol, mais en tout cas c'était très intéressant de refaire ce point avec toi. Et effectivement, c'est pas la surrénale qui lâche, c'est vraiment tout un contexte environnemental central et périphérique, et de résistance notamment, qui est important. Et donc l'inflammation est toujours le nerf de la guerre, comme dans la vidéo sur la thyroïde qu'on avait fait il y a un mois. Voilà. Alors bien pour préciser quand même, parce que je vois bien qu'il y a une petite guéguerre entre les gens qui prescrivent l'hydro et tout. Après, il faut suivre son thérapeute, hein, bien évidemment. Bon, des fois, effectivement, il y a des thérapeutes qui dégainent un peu trop vite, parce que malheureusement, c'est donner de l'hydrocortisone à 20 ans, à 25 ans, alors que ces problèmes-là ont été occultés et que c'est une first line thérapie qu'il faut faire, il faut envisager, c'est du cas par cas. Hein. Donc je suis assez mitigé dans ce rapport-là, first line thérapie, mais bien évidemment l'hydrocortisone sera utilisé de manière, on peut dire, brève, dans des cas très compliqués où les gens sont, on va dire, avec un rythme des cortisols très très bas depuis des années, en sachant que c'est plutôt inhibiteur, et que il faut savoir que dès l'instant que j'ai un stress, la plasticité de mon axe du stress peut être diminuée. Hein. Et quelle va être ma réaction dès l'instant que je vais avoir un gros stress, puisqu'on est capable de produire jusqu'à 200 mg dans un stress violent, on imagine. Hein. Donc, est-ce que mon corps, en perdant cette plasticité parce que je donne de l'hydrocortisone, c'est une grande question que je pose. Hein. Voilà, j'ai pas forcément la réponse, mais c'est physiologiquement, on va dire, logique. Et la plupart des temps, comme je le répète, cette glande surrénale n'est pas fatiguée, elle est simplement dysfonctionnelle, liée à tous ces problèmes environnementaux. D'accord ? Super, merci Bruno pour toutes ces explications extrêmement exhaustives en physiologie, voilà, de la surrénale. Mais on sait que c'est ta spécialité. Voilà. Bah, disons que je le fais, que c'est un plaisir, la pathophysiologie, je me régale. Et puis on apprend toujours, faut rester humble, et faut mettre l'ego de côté, puis se remettre en question, hein, pour justement avancer. Merci à toi.
excellente fin de journée. Je vais pas lancer la prochaine vidéo parce qu'on n'a pas déterminé le sujet à ce jour. Mais en tout cas, ce sera un grand plaisir de te retrouver très vite. À bientôt. Salut mon cher Bruno. Ouais, ciao.